Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée fascinante. Et si un LLM pouvait se rappeler lui-même pour lire un document beaucoup plus long que sa mémoire? C'est exactement ce que proposent Zhang, Kraska et Katab avec les Recursive Language Models, ou RLM. Publiés sur Arxiv en décembre 2024, ils ouvrent une nouvelle approche pour les prompts de longueur arbitraire. Donc le problème de base, c'est quoi? Les LLM ont une mémoire limitée, c'est ça? Exactement. Un LLM ne peut traiter qu'un nombre fixe de tokens à la fois, sa fenêtre de contexte. Si votre document est plus long, vous devez le tronquer, le résumer ou utiliser des heuristiques de récupération. Chaque approche dégrade la qualité. Et même à l'intérieur de la fenêtre. Plus c'est long, moins c'est bon. Précisément, c'est le phénomène dit de contexte rot. La qualité de raisonnement du modèle se dégrade à mesure que le contexte s'allonge, même s'il rentre encore dans la fenêtre. Alors quelle est la grande idée des RLM? Au lieu d'injecter tout le prompt dans le LLM, les RLM le stockent à l'extérieur, comme une variable dans un programme, et laissent le LLM écrire du code pour explorer, découper et déléguer récursivement le traitement à des sous-instances de lui-même. C'est comme si le modèle devenait son propre chef de projet en distribuant le travail sur des morceaux du document. Exactement. Et cette récursivité lui permet de traiter des entrées théoriquement illimitées, sans jamais dépasser sa fenêtre de contexte propre. Comment ça marche concrètement? Montre-moi les étapes. D'abord, le prompt de l'utilisateur, aussi long soit-il, est chargé comme variable dans un environnement REPL externe sans être injecté dans le LLM. Et ensuite, le LLM voit quoi? Il reçoit uniquement des métadonnées, la longueur totale, un court préfixe. Il génère alors du code Python pour inspecter et découper le prompt en fragments. Ce code est exécuté dans le REPL et le LLM peut s'appeler récursivement sur chaque fragment pour du traitement sémantique. Les résultats intermédiaires sont stockés comment? Dans des variables du REPL, justement, ça évite de polluer la fenêtre de contexte du LLM racine. Quand une variable final est définie dans le REPL, la boucle s'arrête et la réponse est retournée. Est-ce qu'on peut voir une illustration de comment le RLM interagit avec le REL? Oui, cette figure montre exactement ça. Le LLM racine à gauche interagit avec l'environnement REPL à droite. Il peut charger des slices du prompt, exécuter du code et lancer des sous-appels récursifs. Chacun traite un fragment et retourne un résultat compact. On voit bien que le document de millions de tokens reste toujours à l'extérieur du LLM, comme une base de données qu'il consulte. C'est l'insight fondamental, séparer la mémoire de travail du LLM du stockage de l'input. Ça permet une échelle théoriquement illimitée. Alors parlons chiffres. Qu'est-ce que ça donne sur des vraies tâches? Prenons O-Long Pair, une tâche ultra dense où il faut trouver des paires d'entités dans un très long document. GPT-5 Vanilla et Quentcoder de base obtiennent tous les deux moins de 0,1% de F1. Autant dire 0. Le RLM basé sur GPT-5 atteint 58% de F1. Qwen 3 Coder avec LLM monte à 23,1%. C'est une différence qualitative, pas juste quantitative. Les modèles de base sont littéralement incapables de la tâche sans RLM. Ces gains sont impressionnants, mais est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? C'est une des surprises. Sur Browse.com Plus avec 1000 documents, le RLM avec GPT-5 coûte en moyenne $9,99 par requête et surpasse les baselines de plus de 29%. L'ingestion directe du contexte coûte entre 1,50 et 2,65 $ pour des résultats bien inférieurs. Et le petit modèle entraîné nativement RLM Qwen 3.8b? Il surpasse son modèle de base de 28,3% en moyenne sur les benchmarks et approche même la qualité de GPT-5 Vanilla sur 3 tâches, avec seulement 8 milliards de paramètres. C'est un résultat remarquable qui valide l'approche de post-entraînement récursif. Est-ce qu'on peut voir une vue d'ensemble sur plusieurs tâches en même temps? Cette figure compare GPT-5 Vanilla et RLM GPT-5 sur 3 tâches de complexité croissante, SNIA, O-Long et O-Long Pair. Sur SNIA, les deux se comportent bien, mais dès qu'on monte en complexité avec O-Long, l'écart se creuse massivement. Et sur O-Long Pairs, GPT-5 Vanilla disparaît complètement. Exactement. La courbe de GPT-5 Vanilla s'effondre à zéro dès que la densité informationnelle de la tâche dépasse ce que la fenêtre de contexte peut gérer, tandis que le RLM maintient des performances élevées et croissantes.
Les sous-appels récursifs sont vraiment importants ou c'est juste une option secondaire? Ils sont cruciaux. L'ablation le montre clairement. Retirer les sous-appels récursifs cause une perte de 10 à 59% de performance selon la tâche. C'est eux qui permettent un traitement sémantique profond des fragments plutôt qu'une simple lecture linéaire. Et les modèles développent-ils des stratégies propres? Oui, les trajectoires observées montrent des patterns récurrents. Filtrage itératif du contexte, interaction avec le contenu via des requêtes successives et compaction progressive des résultats intermédiaires. Le LLM apprend à être son propre coordinateur de tâches. Pour résumer, qu'est-ce que les RLM apportent vraiment de nouveau? Il brise la limite fondamentale de la fenêtre de contexte en traitant le prompt comme un objet externe manipulable par du code. Ce paradigme permet de passer à des régimes de 10 millions de tokens et plus, là où toutes les autres approches échouent. Et le fait d'avoir post-entraîné un modèle de 8 milliards qui approche GPT-5, ça ouvre des portes. Absolument. Ça montre que la récursivité peut être enseignée à de petits modèles, ce qui rend cette technologie accessible sans infrastructure massive. Les prochaines étapes seront probablement d'étendre le post-entraînement et d'explorer des contextes encore plus longs.